Bien, bonjour chers élèves et bienvenue dans la suite du corrigé du baccalauréat numéro 3, bac blanc numéro 3 2021. Donc de la première partie, j'ai traité la partie chimie. Donc dans cette partie, on va traiter la partie physique, nucléaire, ondes, électricité et mécanique. Bon, on va lire l'énoncé rapidement pour la partie nucléaire. Donc vous avez un noyau de fer. Donc là, il faut faire très attention aux données. Est-ce qu'on vous donne la masse du noyau ou la masse molaire? Parce que c'est important si vous voulez calculer le nombre de noyaux, par exemple, dans une masse donnée. Donc on vous donne la masse du noyau de cobalt. Et voilà sa masse. On vous donne bien sûr les résultats classiques, la masse de l'électron en unité de masse atomique, une unité de masse atomique en méga-électron-volt par c carré et en kilogrammes, un électron-volt en joule. On vous dit le fer, il est radioactif, sa période Ct et se désintègre en cobalt plus une particule X. Déterminer l'équation de désintégration, nommer la particule, calculer l'énergie libérée. Donc voilà, vraiment question classique qu'on vous pose. On désire mesurer l'activité. Pour cela, on dispose à t égale à 0 d'un échantillon de 1 mg. Chaque 10 jours, on mesure l'activité et on remarque que A de t sur A de t plus 10, c'est 1,17. Donc toujours au bout de 10 jours, l'activité, le rapport est égal à 1,17. Donc définir l'activité d'un échantillon et donner son expression en fonction de A0, lambda et t, déterminer la valeur de lambda, calculer la valeur de A0, la masse du fer désintégré à l'instant t, noter MT, déterminer ses valeurs, la valeur de MT à l'instant T1 égale à 10 jours. Donc voilà, on va passer d'abord à la solution avant de continuer sur les ondes. Bien pour le corrige du nucléaire, bon, c'est un exercice, je dirais, parmi les classiques, vraiment toutes les questions qu'on vous pose dans l'examen du bac. Donc l'équation de désintégration, bien sûr, on vous donne le noyau père, le noyau fils. Conservation de A, ça vous donne A de la particule, ça va être 0. Conservation de Z, là vous avez 27, là vous avez 26, donc Z est égal à moins 1. C'est la particule β-. Donc c'est une désintégration de type β-. On vous dit la particule émise est un électron, donc on vous dit d'expliquer un peu l'origine de cette désintégration. Vous savez que la particule β- résulte d'une désintégration où le nombre de nucléons est constant. Donc il y a juste une transformation, soit d'un proton à un neutron, soit un neutron à un proton. Donc dans le cas de β-, c'est un neutron qui va se transformer en proton de façon que A reste constant. Et pour avoir la conservation de Z et de A, il faut qu'il y ait émission d'un électron. Et inversement, pour une désintégration β+, c'est l'inverse. C'est un proton qui va se transformer en neutron pour β+. Bon, calculer en mégaélectron-volt l'énergie libérée par la désintégration du noyau. Bon, c'est classique, c'est la masse du... l'énergie libérée lorsqu'un noyau fer se désintègre. Bon, c'est la masse du cobalt. Normalement, on a fait pour déterminer le défaut de masse, c'est la masse du cobalt plus la masse de X moins la masse de fer. Donc c'est moins 1,055 parce que ici j'ai fait la masse de fer moins la masse du cobalt et plus la masse de l'électron. Et donc l'énergie libérée, c'est bien sûr delta MC carré et sa valeur c'est 1,055 mégaélectron-volt. Définir l'activité, bien sûr l'activité c'est la vitesse de désintégration, elle est donnée par A de t, c'est A0 exponentielle moins lambda t. Pour calculer lambda, bien sûr on va utiliser la donnée A de t sur A de t plus 10, en remplaçant A de t par A0 exponentielle moins lambda t, et à l'instant t plus 10, c'est A0 exponentielle moins lambda, l'instant t plus 10. Vous simplifiez par A0, vous allez simplifier par exponentielle moins lambda t, et tout ça va devenir exponentielle moins lambda fois 10. Lorsqu'il remonte au numérateur, ça va vous donner exponentielle plus lambda fois 10. Donc là, c'est plus et non pas moins, c'est plus lambda fois 10. En appliquant le logarithme, bien sûr, ça va vous donner 1,17. Log de 1,7 est égal à 10 lambda. Bon, et partout il y a le plus. Bon, désolé, il y a ce plus ici, c'est plus. Là, vous allez avoir plus. Donc lambda, ça va être 1,57, 10 moins 2 jours. Si vous connaissez lambda, bien sûr, tout de suite la période, c'est log de 2 divisé par lambda.
Il suffit de remplacer et vous avez 44,15 jours. Maintenant, on veut déterminer A0. C'est là où il faut faire attention. Donc A0, bon, classique, la définition, c'est lambda fois N0. Je veux déterminer le nombre de noyaux contenus dans la masse initiale. Là, il faut faire très très attention. Le nombre de noyaux ici, on connaît la masse du noyau de fer. Il est donné dans l'énoncé. Donc le nombre de noyaux, c'est directement la masse de fer divisé par la masse d'un noyau. Mais si, au lieu de, dans les données, on vous donne par exemple la masse molaire et non pas la masse du noyau, il faut utiliser l'autre relation, c'est-à-dire le nombre de moles divisé par le nombre d'Avogadro. Le nombre de moles, c'est le nombre de noyaux divisé par le nombre d'Avogadro, qui est égal à la masse divisée par la masse molaire. Donc là, il faut faire attention. Donc A0 ici, donc tout de suite on remplace, on trouve 1,6 10 puissance 17. D'accord? Donc des intégrations par jour, parce que lambda, il est en jour moins 1. Donc lambda, c'est en jour moins 1. D'ailleurs, en jour moins 1, il manque ici. Hein. Donc en jour moins 1. Donc A0, il faut transformer le jour, bien sûr, moins 1, donc des intégrations par jour. Il faut diviser par 24 heures fois 3600. Et vous allez trouver 1,85 10 à la puissance 15 becquerel. Becquerel, c'est des intégrations par seconde. Donc la masse du fer désintégrée au bout de 10 jours, donc vous savez que la masse désintégrée c'est la masse initiale moins la masse restante à l'instant t. Or la masse restante à l'instant t c'est M0 exponentielle moins lambda t. Donc ceci en factorisant par M0 ça vous donne M0 facteur de 1 moins exponentielle moins lambda t. Donc au bout de 10 jours il suffit de remplacer donc t par 10. Lambda on va la prendre en jour moins 1. Et M0, il est connu. Faites l'application numérique, vous allez trouver 0,145 mg. Voilà pour la partie nucléaire. Pour la partie onde, vous avez ici une corde vibrante, d'accord? Un vibreur muni d'une pointe provoque des vibrations sinusoïdales verticales d'amplitude A de fréquence N, d'accord? Donc, les bords de la cuve sont tapissés avec de la mousse, des ondes entretenues de forme circulaire se propage à la surface de l'eau, à la célérité V. On néglige l'amortissement des ondes. À l'instant t égale à 0, le point S débute son mouvement. Donc voilà la source, il débute son mouvement. D'accord? Débute son mouvement en partant de l'état de repos. Ensuite, pourquoi on met de la mousse? Préciser en le justifiant si l'onde à la surface est transversale ou longitudinale. Cette fois-ci, on va considérer deux points à la surface de l'eau, un point A et un point B. Donc vous créez une vibration sinusoïdale au point A. Un certain temps, l'onde va mettre un certain temps pour arriver au point A. Une fois qu'il arrive au point A, on trace l'élongation du point A en fonction du temps. Donc là, vous voyez, le point A va monter, descendre. Il va avoir un mouvement sinusoïdal. C'est l'élongation d'un point en fonction du temps. Ensuite, l'onde va continuer son chemin. Il va mettre un temps encore plus long avant d'arriver au point B. Donc, c'est ça, YB. Et une fois qu'il arrive au point B, le point B va reproduire le mouvement de la source avec un décalage. Et l'élongation du point B va être une fonction sinusoïdale en fonction du temps. Et voilà les courbes. Et tout va être déterminé à partir de la distance entre A et B et à partir de ces deux courbes-là. Donc, il faut essayer de bien utiliser ces courbes plus la distance pour répondre aux questions suivantes, telles que la fréquence, le décalage temporaire entre A et B, la vitesse de l'onde. Ensuite, dans la deuxième partie, on va remplacer la pointe par une réglette parallèle à une certaine distance. On place un obstacle P qui contient une fente, d'accord? Ensuite, on vous dit nommer le phénomène que l'on observe au niveau de la fente et compléter le schéma qu'on va obtenir à la surface de l'eau. Voilà pour l'énoncé. Donc pour la solution, donc pourquoi on met en fait de la mousse, c'est tapissé de mousse, c'est pour empêcher justement les phénomènes de réflexion des ondes. C'est-à-dire une fois que l'onde arrive à la fin de la cuve, il va être amorti. Il s'agit d'une onde transversale, c'est normal parce que la direction de propagation est perpendiculaire au mouvement des vibreurs. Bon, pour calculer la fréquence, qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de cette courbe? L'élongation d'un point en fonction du temps nous permet de déterminer la période.
Donc entre ce point et ce point par exemple. Donc par lecture simple sur le graphe, on détermine que la période c'est 0,04 secondes. Il faut transformer millisecondes en secondes. Et bien sûr la fréquence c'est l'inverse de la période, ça vous donne 25 Hz. Ensuite, pour déterminer la vitesse, delta taux. Donc delta taux, c'est-à-dire la différence, le décalage temporaire entre le point B et le point A, autrement dit la durée qu'on va mettre l'onde pour parcourir la distance AB, c'est tout simplement une lecture graphique. À cet instant, A commence à vibrer, à cet instant, B commence à vibrer. Donc le décalage, d'après la lecture sur le graphe, c'est à peu près 15 millisecondes. Calculez la vitesse, donc vous connaissez le temps qu'a mis l'onde pour parcourir la distance AB. Dans l'énoncé, on vous donne la distance AB, donc je peux déterminer la vitesse tout simplement par AB sur delta T. Et ça vous donne 0,4 mètres par seconde. Dans la troisième partie, on remplace ici par une réglette. Bien sûr, si vous placez par une réglette, vous allez avoir des ondes ici qui vont se propager à la surface de l'eau. Une fois qu'il arrive au niveau de la fente, et puisque l'ouverture de la fente est inférieure à la longueur d'onde, vous allez avoir un phénomène, bien sûr, de diffraction. Donc vous allez avoir des ondes circulaires au-delà de la fente et ce qu'on appelle des phénomènes de diffraction. Donc voilà pour la partie onde. On passe à l'électricité. Donc vous avez au départ la charge d'un condensateur, ensuite des charges à travers une bobine, voilà les données, la résistance, les deux courbes, UAM dans les deux cas, donc dans l'interrupteur en position 1, en position 2. Après, vous avez différentes questions qu'on va essayer de revoir au fur et à mesure de l'énoncé. Donc là, je vous laisse le soin de relire l'énoncé tranquillement avant de, bien sûr, de poursuivre la solution. Donc voilà un exercice très classique, mais très bien de la partie électricité. On va tout revoir. Donc voilà, on vous dit, pour chacun des chronogrammes, préciser l'expérience correspondante et indiquer le phénomène physique mis en jeu. C'est-à-dire lorsque je mets l'interrupteur en position 1, lorsque je mets l'interrupteur en position 2. Donc vous voyez bien, l'interrupteur en position 1 va correspondre à la charge du condensateur. L'interrupteur en position 2 va correspondre à la décharge à travers une bobine et la résistance. Donc c'est ce qu'on appelle les oscillations libres amorties. Et dans la première partie, c'est la charge du condensateur. Donc on va étudier la charge, puis le régime libre aux oscillations libres amorties à travers un circuit RLC libre. Bon, exploitons la figure 2, c'est-à-dire cette figure-là, déterminer la force électromotrice du générateur. Donc figure 2, c'est celle-là. Mais bien sûr, pour déterminer la force électromotrice, vous savez très bien que à la fin de la charge, la tension au bord du condensateur est égale à la force, est égale à la tension au bord du générateur. Donc, vous voyez tout de suite que la figure 2, c'est celle-là, voilà, UAM, donc voilà, c'est ça qui correspond à la charge. Donc le régime permanent, c'est 6, donc la force électromotrice, c'est égal à 6. Bon, pour déduire C, classique, vous connaissez taux, il suffit de déterminer taux, donc c'est toujours l'intersection entre l'asymptote et l'axe des temps, donc l'intersection et la tangente à l'origine, c'est ce point. Vous faites la projection sur l'axe des X, si vous voyez, ça vous donne à peu près 27 microsecondes. Si vous connaissez taux et R, classique, vous demande de déterminer R, c'est 10-7 farad. Ensuite, la période T du circuit et déduire la pseudo-période, déduire l'inductance L, pardon. Donc la pseudo-période, c'est la période du régime libre, donc entre le premier maximum et le deuxième maximum. Vous voyez, c'est à peu près 1,5, 2 millisecondes. Donc vous voyez, on prend T à peu près égal à T0. Donc on connaissait, donc on peut déterminer L. Bon, vraiment des résultats, des questions très classiques où vous aurez tout le temps les mêmes questions dans un circuit RLC libre. Donc vous connaissez C, vous pouvez déterminer L, ou bien on vous donne L et on vous demande de déterminer C. Ou bien vous connaissez LC, on vous demande de déterminer T0. Bon, application, on trouve bien 1 Henry. Bien, là l'énergie, on va déterminer l'énergie à l'instant T égale à 0 et à l'instant T égale à une période. Donc là, il suffit de voir quelle est la valeur de la tension et quel type d'énergie. Donc là, vous avez une tension maximale.
Donc l'énergie, elle est purement électrique. Là aussi, pour T est égal à T, la tension au bord du condensateur est maximale. Donc l'énergie aussi, elle est purement électrique. Donc l'énergie totale du circuit RLC à T égale à 0 et à l'instant T est égale à l'énergie électrique. C'est-à-dire 1 demi C fois UC au carré. Donc il suffit de déterminer UC, à T égale à 0 c'est E, et à T est égal à taux, c'est d'après lecture graphique 4, quelque chose, ou bien il suffit de mettre 0,67 fois 6, voilà, et ça vous donne à T est égal à taux, c'est 4, tout court, et ça vous donne 8 10 moins 7 joules. Bon, la variation de l'énergie, c'est cette énergie moins celle-là. Bien sûr, l'énergie diminue parce que l'amplitude diminue et parce qu'il y a des pertes d'énergie par effet Joule. Et les pertes sont de l'ordre de moins 10 puissance 7 joules pendant une période. Dans la partie 2, on va étudier le circuit RLC régime libre. Donc déterminer l'équation différentielle vérifiée par la tension au bord de la résistance. Bon, c'est toujours la loi d'activité des tensions. E est égal à U de R plus U de L. Bien sûr, U de R c'est RI. U de L c'est RI plus L d de I sur d de T. Donc il suffit d'exprimer ici I en fonction de I de R. Voilà, I c'est I de R sur R. Ensuite je remplace I ici par sa valeur, I par sa valeur. Et on arrive, bon ça je pense tout le monde le sait, c'est le refaire très facilement. Donc vous cherchez ici I par U de R sur R et vous le remplacez dans l'équation ici. Donc U de R plus R fois I, c'est-à-dire R fois I de R sur R, plus L sur R d de I sur d de T, c'est-à-dire 1 sur R d de I de R sur d de T. Ensuite, on réunit tous les termes I de R d'un côté, donc I de R facteur de 1 plus petit r sur grand R, ou bien on met au même dénominateur R et ça vous donne cette équation différentielle vérifiée par I de R. Bien, maintenant, quelle est la valeur du I de R en régime permanent? Il suffit de comprendre qu'en circuit RLC libre, en régime permanent, I de R en régime permanent, non, ça c'est... Oui, donc ça c'est l'établissement du courant, c'est pas RLC, hein, c'est pas RLC, pardon, c'est pas du tout RLC, donc ça c'est l'établissement du courant. On est dans le cadre de l'établissement du courant dans le circuit RL. Donc au régime libre, bien sûr, le courant est constant, donc la tension U de R égale à 0. Voilà, donc si I de R égale à 0, il suffit de remplacer ici. Et I de R est égal à une constante d de UR sur d de T égale à 0. Et donc je vais déterminer I de R en régime libre. Donc voilà, I de R en régime libre. Attends, I de R en régime libre est égal à ça. Donc est égal à R fois E sur grand R plus petit r. En fait, fois le courant en régime permanent qui est E sur grand R plus petit r. Bon, déduire I de B en régime permanent. Donc là, toujours, si vous connaissez une tension en régime permanent pour déterminer l'autre, c'est très facile. C'est toujours utiliser la loi d'additivité des tensions. C'est la plus simple. Donc si je connais la tension U de L à n'importe quel instant, je peux déterminer U de R et inversement. Donc je connais U de R en régime permanent, donc je peux déterminer U de L, c'est E moins U de R, tout simplement. Donc UB0 moins UR0. Donc voilà, UR0 moins E. D'accord? Et ça vous donne petit r grand E sur grand R plus petit r, ou bien petit r fois courant permanent. Bien, déduire leur valeur maintenant à partir du cours. Cette courbe, c'est la tension au bord de la bobine. Vous voyez bien qu'en régime permanent, il n'est pas égal à 0, parce que la bobine possède une résistance interne. Et sa valeur en régime permanent, d'après la courbe, c'est 2 volts. Donc ça, c'est UB0. Si je connais UB0 et je connais E, c'est 6 volts, je peux déterminer UR0, bien sûr, c'est 4 volts. Donc ça, c'est lecture graphique. Ça, c'est en utilisant cette relation-là. Maintenant, je connais que R0 est égal à 4 volts. Je connais E, je peux déterminer la résistance interne de la bobine. Donc voilà. Ou bien vous faites UB0 sur R0. Voilà, c'est plus facile aussi. Je connais UR0, je connais B0. Donc je fais le rapport. Le rapport, c'est 4 sur 2, c'est 2. Et le rapport de ce terme divisé par ce terme, on va simplifier, c'est E sur R. C'est grand R plus petit r. Non, c'est E grand R sur
sur petit R. Bon, c'est grand R sur petit r tout simplement. Ou bien petit r sur grand R. Voilà. Donc petit r égale à grand R fois UP0 sur R0. Bon, vous avez plusieurs façons. Et simple application numérique, ça vous donne 135 ohms. Bien. Donc là, je suis désolé, hein, c'est pas RLC libre, c'était dans la première partie. Hein. Dans la deuxième partie, on a bien étudié l'établissement de Coro et non pas circuit RLC régime libre. Bien. Maintenant, on va passer à la mécanique. Donc la mécanique, on vous dit au sens du physicien, quand est-ce qu'on dit qu'une chute est libre? Donc une chute est libre, bien sûr, dans un référentiel, s'il n'est soumis qu'à l'action de son poids. Donc, si une particule ne soumet qu'à l'action de son poids, on parle de chute libre. Bien, maintenant appliquer la deuxième loi de Newton et en déduire les coordonnées AX et AZ du vecteur accélération. Donc là, vous avez tout simplement comme si vous avez une particule que vous avez lancée avec une vitesse initiale horizontale. Donc c'est tout ce que nous avons vu dans le cas de chute parabolique. Vous allez l'appliquer ici avec très facile. Toujours système étudié, les forces appliquées sur le poids. Deuxième loi de Newton, la somme de forces est égale à m gamma, donc G est égal à A. Bon, je vais un peu vite parce que c'est très classique. Donc après, vous faites la projection sur le repère d'étude qui est au X, au Z. Il suffit de faire attention de l'orientation de Z, c'est vers le haut. Donc la projection de G, c'est moins G. Donc bien sûr, AX égale à 0, donc VX égale à V0. Vous voyez bien qu'à T égale à 0, la vitesse, c'est la vitesse de l'avion, c'est V0. Et V0Z, bien sûr, l'avion se déplace horizontalement, donc il n'a pas de projection sur l'axe Z. Donc V0Z égale à 0. Si je connais V0, Vx0, je peux déterminer X. Donc ça, X égale à 0, donc on intègre V de X, c'est C1, et V de Z, c'est moins G fois T plus C2. Bon, Vx c'est V0, Vz c'est moins G fois T, parce qu'à T égale à 0, Vz c'est 0, donc voilà, c'est 0. Ensuite, on intègre une deuxième fois. Donc x c'est V0 fois T plus C1, Z c'est 1, moins 1 demi GT carré plus C0, une constante C0. À T égale à 0, X égale à 0, donc C1 égale à 0. Et à T égale à 0, faites attention, Z n'est pas égal à 0, mais est égal à H. Voilà, toujours noter les conditions initiales. Donc voilà les équations horaires. Et si je connais l'équation horaire, je peux déterminer tout de suite l'équation cartésienne, c'est-à-dire en éliminant le temps. Donc T c'est X sur V0. Et ça vous donne l'équation suivante. Donc c'est bien l'équation d'une parabole. Bon, après, au bout de quelle durée l'oscillateur atteindra-t-il la hauteur H1 égale à 1 10 moins 5? Donc toujours pour déterminer l'instant, vous revenez aux équations horaires. Donc je connais Z de T en fonction du temps. Donc si je connais Z, je peux déterminer T à n'importe quel instant. Donc il suffit de remplacer Z par H1 et vous allez faire T1 au carré est égal à, petit calcul, vous allez retrouver T1 égale à 20 secondes. Donc la chute est-elle réellement libre? Donc là, si la chute est libre, si la chute est libre, justifiez que l'énergie mécanique de sauteur se conserve au cours de l'attitude. Donc on va essayer de justifier que effectivement on a conservation de l'énergie mécanique. Bon, à T égale à 0, l'énergie il est potentiel plus cinétique, donc c'est 1 demi V0 au carré plus mg0 fois h, donc l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Et à l'instant T1, d'accord, où la hauteur est égale à 3 mètres, l'énergie cinétique, c'est-à-dire 1 demi V1 au carré plus mgh1. Donc là, on connaît V1, on connaît H1, on peut déterminer bien sûr la variation de l'énergie mécanique entre l'instant T0 et T1, c'est l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale, et ça vous donne delta EM est égal à delta EC plus mg delta H1 moins H2. Or, d'après le théorème de l'énergie cinétique, delta EC c'est égal au travail du poids, c'est mg H1 moins H2. Donc, vous voyez bien que mgh final moins h initial, donc vous voyez bien que delta EM égale à 0. D'accord? Donc la variation de l'énergie mécanique est nulle. Donc il s'agit bien l'énergie mécanique de sauteur est donc bien conservée. Bien, on déduire la valeur de V1. Bon là, on va calculer delta EC est égal à mgh0 moins h1. Je connais h0, je connais h1. Donc toujours pour calculer la vitesse,
on peut déterminer. Ou bien on peut revenir aux équations horaires, hein, c'est comme vous voulez. Donc soit comme ça, soit vous revenez aux équations horaires, vous connaissez l'instant où la particule arrive à H1, donc je peux déterminer la vitesse. Donc voilà, en réalité, après une phase d'accélération, la vitesse du sauteur se stabilise à 55 mètres par seconde, c'est-à-dire il n'augmente pas en fonction du temps, il atteint une valeur limite. En fait, comment expliquez-vous cet écart? La chute est-elle réellement libre? Donc, si la vitesse atteint une valeur limite, c'est parce qu'il y a une force de frottement tout simplement. Donc, les forces de frottement exercées par l'air ralentit la propagation ou bien le saut du parachutiste. Donc on ne peut donc pas considérer la chute comme libre au sens du physicien. Donc la vitesse atteint la valeur limite, la force de frottement et compense la force du poids. Donc vous voyez, donc s'il y a une force de frottement, il va compenser le poids et à un certain moment. Mais la force de frottement elle est proportionnelle à la vitesse. Donc au fur et à mesure que la vitesse augmente, cette force va augmenter jusqu'à atteindre la valeur du poids. Et à ce moment-là, la somme des forces égale à zéro et le mouvement devient un mouvement uniforme. Bon, ouverture de la parachute, on vous dit qu'il y a une force qui est égale à 1 demi-quart ρ fois v au carré. Quelle est l'unité de K? Bon, la masse volumique, c'est la masse longueur moins 3, la vitesse mètre au carré, temps au carré, la force, c'est masse fois l'accélération, longueur t moins 2, vous remplacez et vous retrouvez que K a une dimension de longueur au carré. Bon, l'équation différentielle, bien sûr, classique, comme la chute d'une particule dans un liquide visqueux, c'est classique, la somme des forces est égale à m gamma. Vous faites la projection sur OZ vers le haut, moins P plus F est égal à moins m gamma. Donc gamma, le mouvement se fait vers le bas. Donc c'est moins m d de v sur d de t. Et on retrouve l'équation différentielle d de v sur d de t plus une constante fois v carré égale à g. Donc cette vitesse diminue rapidement puis se stabilise à une valeur limite V2, déduire V2. En fait, c'est la valeur limite. Si la vitesse est constante, ce terme égale à 0. Et donc tout de suite, vous voyez que k ρ fois V2 au carré sur 2m égale à G. Et donc je peux déterminer V2. Et on retrouve 6 mètres par seconde. Maintenant, retrouvez à l'aide de cette courbe la valeur limite V2, calculée au 3.3. Qu'est-ce qu'on a dans cette courbe? Z en fonction du temps. Quelle est la pente de la courbe Z en fonction du temps? C'est bien sûr la vitesse. Z égale à V de Z fois T. Mais V de Z, hein, faites attention, V de Z. Donc V de Z, c'est la pente. Et on calcule la pente, on trouve moins 6. Donc, à quoi est égale la vitesse? Donc la vitesse, c'est racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré plus V de Z au carré. Mais comme la vitesse, le mouvement se fait uniquement suivant l'axe Z, donc c'est racine carrée de V de Z au carré. Et on retrouve bien 6 mètres par seconde qu'on a trouvé dans la question précédente. Voilà. Donc voilà pour cet examen-là, très complet à mon avis. Si vous l'avez bien travaillé, en suivant la solution, vous allez certainement détecter certaines de vos erreurs. Donc voilà, donc j'espère que vous avez appris beaucoup de choses dans la résolution de ce baccalauréat. Comme d'habitude, partagez-le avec vos camarades. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne, partagez-la avec vos amis. C'est un encouragement pour vous proposer autre chose. Donc bon courage, bonne continuation et à bientôt.